Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous pour cette nouvelle semaine de confinement. Pour ce jeudi, donc 30 avril, je vous propose cette petite vidéo qui va porter sur le thème, donc, comme vous l'avez vu, de l'énergie. On va essayer de faire une sorte de résumé assez rapide, assez simple, même si le thème n'est pas toujours très simple. Au moins du moins, on va se focaliser sur les objectifs principaux. Qu'est-ce que vous, derrière votre écran, vous devez maîtriser sur cette séquence, sur ce chapitre. Alors la première chose que j'aimerais parler, c'est quelles sont les différences entre les sources d'énergie et les formes d'énergie. Qu'est-ce que c'est qu'une source? Qu'est-ce que c'est que la forme? On va prendre avec des exemples, on va expliquer tout ça avec des exemples très concrets, ça va tout de suite vous parler. Par exemple, si je vous dis la source d'énergie, c'est le soleil. Donc la forme d'énergie ici, on ne peut pas rajouter à nouveau le soleil, ça va être l'énergie solaire. On peut continuer comme ça. Si vous connaissez par exemple les barrages, on utilise justement l'eau pour produire de l'électricité. La source d'énergie ici, ça va être l'eau. L'eau qui est contenue typiquement soit dans les barrages ou alors les rivières. Et puis là, on aura justement la forme d'énergie hydroélectrique ou hydraulique, c'est un mot. On peut continuer un petit moment comme ça. Typiquement, si je vous mets par exemple le vent, vous savez donc si ça c'est la source d'énergie, la forme d'énergie du vent qui va justement être utilisée, ça va être l'énergie éolienne. Et je vais en rajouter une dernière. Si je vous mets typiquement le charbon, si c'est la forme d'énergie, c'est la forme d'énergie fossile. Voilà, je ne vais pas toutes les énumérer, je pense que vous avez compris le principe. Il faut vraiment faire la distinction entre quelle est la source d'énergie. Le premier, c'est pour moi le cas qui explique le mieux tout ça. La source d'énergie, c'est le soleil qu'on envoie en haut dans le ciel. Et qu'est-ce qu'il nous donne comme énergie? Quelle est sa forme? Ça va être sous forme d'énergie solaire. Attention à ne pas confondre les deux. On avance un petit peu, on va essayer de faire une vidéo un peu plus courte cette fois-ci. Quels sont les critères pour savoir si une énergie elle est renouvelable ou pas? En fait, il y a deux critères à ça. Le premier, il faut que l'énergie soit en quantité illimitée. Et puis le deuxième critère, à part cette quantité limitée, il faut que, pour qu'une énergie soit renouvelable, il faut qu'elle ne pollue pas. Donc, avec ces deux critères, on peut définir si une énergie elle est renouvelable ou non renouvelable. Si on prend justement mes différentes sources d'énergie, c'est pas que je vais pouvoir classifier ici et non pas les formes d'énergie, les sources d'énergie, et bien on va voir typiquement que le soleil, l'eau, le vent, le charbon, on peut les mettre ici. Est-ce que le soleil c'est renouvelable ou pas? Est-ce qu'il est en quantité limitée? Le soleil sera présent encore des milliards d'années après nous, donc on peut dire que oui. Est-ce qu'il pollue le soleil? Non, il ne pollue pas. Donc une source d'énergie renouvelable, ça peut être le soleil, et là je parle bien de source d'énergie. On pourrait dire aussi le vent, l'eau, etc. Et quelles sont les sources d'énergie non renouvelables? On a vu, on a le charbon, on peut avoir aussi le pétrole, on peut avoir tous les métaux qui sont utilisés par exemple dans les énergies, dans les centrales nucléaires, l'uranium, ce genre de choses qui est ici. Donc là on voit bien qu'une fois que le charbon a été utilisé, il n'y en a plus, et puis ça pollue. Ça produit entre autres du CO2, ce gaz à effet de serre qu'on retrouve dans l'atmosphère. Voilà, on avance un petit peu. La slide numéro 3, la slide suivante, les diagrammes d'énergie, on en avait vu plusieurs en cours. Ces diagrammes, c'est important que vous les connaissiez, du moins le fonctionnement. Il y a plusieurs choses à savoir, mais premièrement, c'est savoir expliquer par vous-même. Typiquement, ici, je vous ai mis le diagramme d'énergie d'une centrale hydroélectrique, d'un barrage. Il faut savoir expliquer qu'est-ce qui se passe, comment un barrage peut produire justement de l'électricité. Une fois que vous avez réussi à expliquer ça, il faut expliquer aussi les transferts d'énergie.
C'est-à-dire que l'énergie est sous différentes formes, et puis cette forme, elle change suivant où est-ce qu'on en est dans ce diagramme. Parce que nous, on veut quoi? Nous, on veut utiliser une ressource qui est présente sur la Terre. Ça peut être le vent, ça peut être l'eau, ça peut être le charbon, le pétrole, etc. Et nous, on aimerait obtenir à la fin de l'électricité pour que nos appareils fonctionnent justement avec cette électricité. Ici, pour le barrage, donc rapidement, qu'est-ce qui se passe? On a de l'eau qui est en altitude. Cette eau, elle va tomber dans des grosses turbines, d'accord, dans des gros tuyaux, et puis ça va venir frapper justement des turbines. C'est comme des petites pales qui vont être entraînées lorsque l'eau vient frapper dessus, qui vont tourner très rapidement. Cette turbine, elle est reliée à un alternateur, et ça, c'est le mot un peu complexe justement de cette séquence sur l'énergie. Un alternateur, c'est quoi? C'est un appareil qui permet de transformer l'énergie qui est fournie par la turbine en énergie électrique, en électricité. Donc, au niveau des transferts mécaniques, que voit-on? On a de l'eau qui tombe, ça va faire tourner justement les fameuses grosses turbines. Donc là, dès qu'il y a des verbes de mouvement, fait tourner, entraîne, etc., on voit qu'il y a un transfert mécanique de l'énergie entre cette bulle-ci et celle-ci. La turbine, elle va entraîner aussi un alternateur, à nouveau un verbe d'action, donc c'est toujours un transfert mécanique. Et puis cet alternateur, justement, il va fournir au réseau, il va transformer la forme d'énergie en énergie électrique au réseau. Donc le réseau, c'est des lignes à très haute tension, c'est pour que nous, on puisse profiter avec une prise, qu'on puisse recharger notre téléphone, qu'on puisse allumer notre ordinateur. Donc là, on voit bien que c'est plus un transfert d'énergie mécanique. Parce que là, l'énergie était mécanique, là, ça devient de l'énergie électrique. Donc là, transfert électrique. Donc voilà, une fois que vous avez compris ça, c'est super. Et puis, il y a une petite bulle qui est rajoutée en dessous. Cette bulle, elle n'est pas là pour rien. Le milieu environnant et les transferts thermiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Le milieu environnant, c'est tout ce qui va entourer justement l'alternateur, le réseau, tout le dispositif qui est ici. Ce qui se passe quand il y a des transferts mécaniques et électriques, les transferts d'énergie, il y a toujours des pertes. Malheureusement, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. On essaye de réduire au maximum ces pertes, mais il y en a toujours. Donc là, au niveau de l'alternateur, lorsque l'énergie va être transférée mécaniquement de la turbine, c'est clair que ça va y avoir beaucoup de mouvements, ça va chauffer. Qui dit chauffer, ça veut dire donc qu'il y a un transfert thermique. C'est de l'énergie qui est perdue. C'est de l'énergie qui est perdue, donc qui chauffe, qui est perdue. Même chose pour le réseau aussi, c'est grosse ligne, ça chauffe beaucoup. Donc c'est tout ça, c'est de l'énergie qui est perdue. Et donc voilà. Et le milieu environnant, en gros, tout ça. Ça, vous avez une petite explication là-dessus. Donc vraiment important, comprendre le fonctionnement, puis comprendre aussi qu'il y a toujours de l'énergie qui est perdue dans ces dispositifs. Et même dans tous les dispositifs. Si je vous ai mis le cas d'un barrage, d'une centrale hydroélectrique, je vous mets un autre exemple. Donc ici, c'est au niveau des centrales nucléaires. Comment est-ce que ça se passe? Le principe de fonctionnement d'une centrale nucléaire, c'est un peu comme une grosse cocotte minute qui va faire chauffer de l'eau. Et puis cette eau, quand elle est chauffée à très haute température, ça devient de la vapeur. Cette vapeur, justement, qui bouge dans tous les sens, on arrive à la canaliser et puis à la faire emprunter un chemin qui va jusqu'à une turbine qui va entraîner, justement, qui va bouger, entraîner un alternateur qui va transformer cette énergie en électricité. Donc le principe d'une centrale nucléaire, c'est une grosse cocotte minute qui fait chauffer de l'eau et qui entraîne des turbines. Point barre. À l'exception, c'est que pour faire chauffer l'eau, on ne va pas faire brûler du bois, on ne va pas faire brûler des minéraux, on va plutôt se baser sur la propriété qu'ont certains métaux très lourds, par exemple typiquement comme l'uranium. À l'intérieur, si on arrive à zoomer avec un très bon microscope, on peut voir justement les atomes d'uranium. Eux, ils sont très lourds, on arrive à les casser en deux, et lorsqu'un atome est cassé en deux, ça libère beaucoup d'énergie. Si l'énergie est sous forme thermique. Voilà, je ne vais pas tout réexpliquer ça, on l'avait vu en classe. Ici, vous avez un bon schéma justement qui reprend tout ça. Je vous ai mis ici, c'est juste pour vous. Donc, les centrales nucléaires, ça représente quand même une part qui est assez importante pour la Suisse. D'ailleurs, il y en a 3. Je vous ai mis une petite carte. J'espère que vous verrez bien chez vous. Voilà, ici on distingue donc Leibstadt, Pesno 1 et 2, Gösgen et Mühlberg. Vous allez me dire oui, mais il y en a 4, il n'y en a pas 3. Savoir que Mühlberg a été définitivement
arrêté, d'accord, il y a quelques années en arrière. Donc on a les 3 centrales nucléaires ici en Suisse qui fournissent énormément d'énergie. Mais on va voir après la part des énergies renouvelables en Suisse. Alors, on continue. Les rendements sur l'énergie, ça c'est un chapitre qui fait un peu peur des fois, parce qu'on se dit qu'il faut quand même faire des calculs, je dois faire des fractions, des pourcentages, aïe aïe aïe. En CO, pour vous, niveau 2, ce qui est important, c'est comprendre qu'est-ce que c'est qu'un rendement. Les calculs de rendement, les formules à utiliser, on l'avait fait dans un travail pratique, dans un TP, mais on ne va pas vous redemander ça à l'examen ou ce genre de choses. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est qu'un rendement. Et ben, on peut prendre l'exemple le plus connu, c'est les vieilles ampoules qui vont utiliser pour éclairer les différentes pièces. Par exemple, si vous avez un maillet, un chalet. Ces vieilles ampoules, en fait, lorsqu'on regarde, vous les allumez et puis vous laissez pendant 15-20 minutes. Mettez la main à proximité. Quelle est leur fonction? Leur fonction principale, ça va être d'éclairer la pièce. Mais si j'ai une ampoule qui fonctionne pendant 30-40 minutes et que j'approche ma main à quelques centimètres de l'ampoule, je vais automatiquement sentir de la chaleur. Donc l'ampoule ne fait pas qu'éclairer, elle chauffe aussi. Donc le but principal de cette ampoule, bien entendu, c'est d'éclairer la pièce. On ne veut pas que l'ampoule se transforme en radiateur. Ça, c'est complètement stupide. Donc là, on a pu calculer, enfin certains ont pu calculer le rendement des vieilles ampoules, mais ils ont vu qu'il y avait 3% qui servaient à éclairer la pièce, donc 3% de l'énergie électrique qui était injectée à l'ampoule, et 97% de cette énergie électrique, elle était perdue, puis elle se perdait comment? Sous la forme de transfert thermique, donc ça chauffait la pièce. Voilà, donc plus le rendement justement d'un appareil électrique est bon, moins il va gaspiller d'énergie. Ici, petite faute d'orthographe, il manque le N. Pour ça, on avait vu donc une petite formule. Ici, cette espèce de N un peu bizarre, c'est donc la lettre utilisée pour le rendement. On dit toujours que c'est l'énergie utile divisée par l'énergie totale fois 100. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'énergie utile. Prenons l'exemple d'un thermoplongeur. Thermoplongeur, c'est cet appareil qu'on a mis justement pour faire chauffer de l'eau. Nous, on veut faire chauffer l'eau. On veut donner le minimum d'énergie pour faire chauffer cette eau. Et puis ça, l'énergie totale, ça va être la quantité totale d'énergie qu'a besoin l'appareil pour faire chauffer l'eau. Donc ça, ce serait le minimum d'énergie pour faire chauffer l'eau sur la totalité d'énergie qu'on va justement donner à l'appareil. Donc on voit bien que ça, ce sera plus petit que ça. Donc qu'il y a des pertes. Voilà. Donc les deux formules à connaître et à utiliser, et je vais terminer là-dessus. En fait, il y en a deux. Ça, vous l'avez vu en classe. La première, elle est ici. C'est que l'énergie, c'est la puissance fois le temps. Ça concerne tous les objets électriques. Alors, si vous voulez calculer la quantité d'énergie transférée, par exemple pour un PC, combien va utiliser d'énergie un PC, un radiateur, un four, un micro-ondes, un attel, ce genre de choses, et vous savez que c'est objet électrique, ça fait référence à cette formule. L'énergie, toujours en joules, c'est la puissance, les watts, fois le temps, ici qui est en secondes. Et ça, c'est important, parce que si vous appliquez cette formule et que vous mettez le temps en minutes, la formule elle sera fausse, elle ne va pas fonctionner. De même, pour la deuxième formule, on avait vu donc pour faire fonctionner des objets électriques, mais lorsqu'on veut faire chauffer des substances, typiquement de la matière comme le fer, le cuivre, les différents métaux, ou bien même chauffer des liquides comme l'eau, exemple le plus frappant, on a une deuxième formule qu'on peut utiliser. Cette formule, elle se présente comme ceci. L'énergie, donc bien entendu, toujours en joules, qu'on veut transférer pour faire chauffer le métal, pour faire chauffer l'eau, on peut la calculer grâce à cette formule. Comment elle s'écrit? Mais en fait, on a besoin de la masse, qu'on va multiplier par la chaleur massique, ici c'est une constante qui est donnée, puis on va multiplier tout ça par la température finale moins la température initiale. La masse va toujours être en kilo, c'est impératif.
Si vous l'avez en grammes, en tonnes, etc., ça ne va pas fonctionner. Le C ici, typiquement la chaleur massique, c'est une constante. Nous, si on vous donne des exercices, elle sera toujours donnée. Par exemple, pour l'eau, la constante c'est 4186. Pour le fer, je crois que c'est 444, il faudrait que je regarde, je ne suis plus vraiment sûr. Donc on fait la masse, fois la constante, et puis la température finale, moins la température initiale, ça c'est en degrés. Exemple, vous avez eu par exemple pour lundi des exercices avec ces formules. Vous devez faire chauffer l'eau d'une baignoire de 150 litres, où l'eau est à par exemple 15 degrés, que vous voulez la faire chauffer à 30 degrés. Alors qu'est-ce qu'on pourrait savoir? La masse d'eau, 150 litres, ça fait 150 kg, donc je mettrai 150 ici. La constante, quel liquide on fait chauffer? L'eau, 4186, donc je multiplie 150 par 4186. La température finale de l'eau que j'aimerais obtenir en degrés Celsius, c'est 30 degrés, je mets 30. Puis la température initiale, c'est celle que j'avais au début, 15 degrés, donc 30 moins 15. Et ça, à nouveau, on trouve l'énergie qui a été transférée dans ce dispositif pour faire chauffer la température de l'eau, si je prends de nouveau l'exemple de mon dispositif. Et toujours, on parle d'énergie, ce sont des joules. Ça s'écrit comme ça, la nomenclature, le signe, c'est un J majuscule. Voilà, petite chose, j'ai oublié justement de vous en parler, c'est plus à terme de renseignement. On avait vu donc les énergies renouvelables, et je termine là-dessus. En Suisse, j'ai été voir, je me suis renseigné sur internet. Donc connaissez-vous la part des énergies renouvelables en Suisse? Dans vos têtes, essayez de trouver un nombre, essayez d'estimer un nombre. Je vous le donne dans quelques secondes. Vous l'avez? Ça représente 68% de l'électricité produite. Alors dans ces 68% d'électricité produite, il faut qu'on s'imagine quelle énergie, quelle source d'énergie renouvelable on va justement l'utiliser pour produire ces grandes parties. En Suisse, qu'est-ce qu'il y a beaucoup? Est-ce qu'il y a beaucoup de charbon? Est-ce qu'il y a beaucoup de bois? Du bois, on peut dire que oui, mais ce n'est pas une énergie renouvelable. Est-ce qu'il y a beaucoup de soleil? Est-ce que le soleil est beaucoup utilisé? Est-ce qu'il y a beaucoup d'eau? Et sur les 68%, je vais voir sur le site de la Confédération, 60% c'est de l'énergie hydraulique, donc avec les centrales hydroélectriques. Les barrages, les rivières produisent 60% de la quantité totale des énergies renouvelables. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, petite vidéo qui se termine maintenant. J'essaie de la faire un peu plus courte, je l'espère. Moi, je vous souhaite à tous une belle après-midi, une belle journée. Et puis à tout bientôt, peut-être le 11 mai, sur les bancs d'école. Tchuss!